C'est un nouveau rendez-vous les vendredis à 7 heures. Nous allons faire la revue de la semaine politique avec Sébastien Bovet à Québec et Emmanuel Latraverse à Ottawa. Messieurs, dames, bonsoir à vous. Bonsoir. Patrice. Sébastien, je vais commencer avec vous par ce qui a marqué la fin de cette semaine. Puis on reviendra au début, bien sûr, de la semaine avec l'élection à Emmanuel. Mais sur la question autochtone, ces allégations d'agression très graves de la part de ceux qui devaient les protéger, ces femmes autochtones à Val-d'Or. Là, on a vu vraiment une réaction ce matin très vive de la ministre. Là, on réajuste le tir. On sent qu'il va se passer quelque chose aussi dans cette future enquête. Il faut que les choses bougent. Là. Oui, et elles ont bougé rapidement au cours des dernières heures. Je vous rappelle, parce qu'on se pose énormément de questions sur le rôle de la Sûreté du Québec en particulier, le rôle du gouvernement, qui a 24 heures avant la diffusion du reportage de l'émission Enquête, il n'était pas question de confier l'enquête sur les abus allégués de policiers de la Sûreté du Québec sur des femmes autochtones à un autre corps de police que la Sûreté du Québec. C'était la SQ qui enquêtait sur des policiers de la SQ. Il n'était pas question non plus de retourner chez eux les 8 policiers visés par cette enquête. Mais à peine 12 heures après la diffusion du reportage de l'émission Enquête, tout d'un coup, tout avait reviré de bord. Le paquebot s'en allait dans une autre direction. C'était le service de police de la Ville de Montréal qui enquêtait et les 8 policiers étaient de retour chez eux. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi les policiers n'avaient pas les informations, n'étaient pas au courant de l'ampleur des allégations révélées hier par l'émission Enquête? Comment ça se fait que depuis 5 mois que les policiers sont au courant, que le gouvernement est au courant, les policiers n'étaient pas capables d'aller aussi loin que les gens de l'émission, que nos collègues de l'émission Enquête? Alors, ce sont toutes des questions qui se posent et évidemment, en trame de fond, il y a est-ce que les policiers ont essayé de protéger leurs propres collègues? Il n'y a pas de réponse. Attention, là, on n'a pas de réponse à ces questions-là. Puis on peut certainement se poser des questions. Et il faut dire, Sébastien, pour être tout à fait précis, que certains des témoignages entendus hier à l'émission Enquête c'était la première fois que ces femmes-là en parlaient. Et la journaliste, Dieu sait qu'elle a travaillé, Josée, est très, très fort pour convaincre ces femmes-là de publiquement dénoncer ce qui était arrivé quelques années, dans certains cas auparavant. Donc, c'est peut-être une partie de l'explication. C'est ça. Et c'est d'ailleurs ce que les policiers disent, c'est qu'ils ont appris des informations hier dans le reportage de l'émission Enquête. Mais je vous relance une autre question. Si ces femmes-là ont décidé de parler à la télé plutôt qu'à la police, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un bris de lien de confiance entre ces femmes-là et les policiers? Voilà. Et parlant de lien de confiance, Emmanuel, bon, il y a ce projet à Ottawa d'une enquête sur le sort des femmes autochtones. À Québec, on veut aussi faire une commission parlementaire. Expliquez-moi comment tout ça va s'imbriquer, Emmanuel. Comment vous voyez ce projet fédéral du nouveau gouvernement qui va se mettre en place d'enquêter sur ces questions? Bien, c'est une promesse de longue date. Il faut dire que ce dossier des femmes autochtones violentées, agressées, disparues, ça fait des années qu'il trouve écho d'un océan à l'autre, je voudrais, mais qu'il fait partie des débats ici à Ottawa. Le gouvernement Harper a toujours fermé la porte à toute enquête publique en disant, écoutez, ce sont des affaires judiciaires, c'est à la police de faire son travail. Bon, on va pas soulever l'ironie de ces propos-là dans le contexte de ce qui se passe à Val-d'Or aujourd'hui, mais le Parti libéral a promis qu'il y aurait une enquête publique, indépendante, rapidement de mise sur pied, justement pour faire la lumière sur l'ensemble du dossier et on imagine toute la complexité qu'il y a autour de ça. Emmanuel? Parce que, prenez le cas de Val-d'Or, imaginez là, l'ensemble du pays, des cas comme ça, il y en a plein. On imagine une commission itinérante de 40 ans, je veux dire, comment on fait ça? Est-ce que c'est décidé, d'après vous? Est-ce que les libéraux ont une bonne idée? C'est pas les libéraux ont certainement commencé à avoir une idée, mais ils sont en ce moment en pleine transition. C'est pas quelque chose qu'ils vont annoncer avant d'avoir assermenté leur nouveau gouvernement. Et M. Trudeau lui-même a été questionné là-dessus. Je vous dirais au lendemain de son élection, il dit il va falloir prendre le temps de justement mettre ça sur pied. Comme du monde, à cause de la complexité, parce qu'il faut enquêter sur les ratés des enquêtes policières à la SQ, mais aussi à la GRC, dans plusieurs juridictions au pays. Et on peut pas enquêter là-dessus sans aussi enquêter sur le fond de la problématique, pourquoi ces femmes-là se retrouvent dans des situations
si vulnérables et comment apporter des solutions constructives. Donc, c'est très certainement, ça va donner tout un sens, je vous dirais, au choix du ministre des Affaires autochtones et des Affaires indiennes que fera Justin Trudeau lors de la sermentation de son cabinet. Parce qu'un dernier point là-dessus, Emmanuel et Sébastien, rappelez-vous, Emmanuel, à la fin des années 90, il y a eu une commission royale qui s'est penchée sur les Autochtones au pays. Si je les avais montés sur le pupitre ici, là, il n'y aurait que des livres. C'est énorme le travail qui a été fait. Puis on se dit, dans la vraie vie quotidienne, sur les réserves, par exemple, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, la commission à Québec aussi, Sébastien, ça doit être ça l'objectif, de dire, on ne veut pas juste parler, il faut trouver des solutions. Oui, mais en même temps, une commission parlementaire, est-ce qu'elle trouve des solutions? Elle fait des recommandations. Et est-ce que le aide problème... à mourir, celle d'aide à mourir, c'est un bel ça a exemple. mené sur quelque chose, en effet. Mais la situation des femmes autochtones ou la situation des communautés autochtones, entre vous et moi, on la connaît. L'ONU l'a documenté. On sait que c'est terrible et que c'est totalement dramatique. Alors, il y a des gens qui vous diront que c'est bien beau de faire des commissions parlementaires, mais il faut passer à l'action et il faut régler ce problème. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une prise de conscience avec tout ce qui se passe autour des communautés autochtones par les temps qui courent. Très bien. Emmanuel, comment se passe chez vous la transition, là? Qu'est-ce que vous sentez? Ça doit travailler fort pour le prochain cabinet. Bien, se passe tout en discrétion, Patrice. Monsieur Trudeau n'est pas dans l'exercice de faire des grandes séances de photos avec tous ses conseillers qui pensent au prochain Conseil des ministres, comme on a déjà vu dans le passé. Ce qu'on en sait, c'est que c'est un cercle assez restreint auquel se greffent pour différentes raisons des conseillers. Ce comité de transition, il est présidé par Peter Harder. C'est probablement un nom que vous connaissez, que monsieur, madame, tout le monde connaisse moins bien. C'est un ancien haut mandarin du gouvernement canadien. Il a été sous-ministre, Conseil du Trésor, Industrie, Citoyenneté et Immigration, Affaires étrangères. Donc, quelqu'un qui connaît à la fois les rouages de la machine gouvernementale canadienne, mais qui connaît également la nuance de certains dossiers clés auxquels sera confronté Justin Trudeau et son gouvernement. Il faut dire que cette transition, elle a commencé avant lundi dernier. Hein. Je veux dire, la fonction publique était prête, les cahiers de transition étaient prêts, tout ça. Il y a tout un processus qui est mis en branle, là. Oui, ce processus, les électeurs l'ignorent, mais il est mis en branle depuis de nombreux mois. Le but pour la fonction publique, c'est que peu importe qui était élu lundi soir, il y avait un cahier bleu, un cahier rouge, un cahier orange pour répondre à comment mettre en œuvre les promesses des différents partis. On est là-dedans. La priorité, c'est donc de choisir qui sera élu d'une certaine façon au cénacle du Conseil des ministres, mais surtout rédiger ce qu'on appelle les lettres de mandat. Ça paraît très obtus, mais c'est très important. C'est le mandat que donne un premier ministre à ses ministres, quelles sont ses priorités à court, moyen et long terme. Et donc, on est là-dedans. Et ça, c'est sans compter l'organisation du bureau du premier ministre, qui va occuper quel poste, comment, etc. Donc, le temps file parce que c'est le 4 novembre prochain. Très bien. Et on sera ensemble à Rideau Hall, Emmanuel, et ça va être fort intéressant de voir les choix qui auront été faits. Sébastien, je ne vais pas vous laisser partir pour la fin de semaine avant de vous poser une question. Hier, très rapidement, on a glissé sur cette fameuse prime de départ. Parce que, bon, hier, les gens ont salué le départ de M. Bédard. Tout le monde a... Puis, il n'y avait pas d'anicroche, il n'y avait pas de fausses notes, mais quand même, à chaque fois que quelqu'un part avant la fin, on le souligne depuis le début. Hier, c'est passé inaperçu. Est-ce que M. Drainville a fait une déclaration là-dessus? M. Drainville n'a pas fait une déclaration et pourtant, Stéphane Bédard est en totale contradiction avec la position de Bernard Drainville. Rappelez-vous, Bernard Drainville, au pouvoir, avait présenté un projet de loi pour mettre fin à ses primes ou ses allocations de transition. Il a critiqué tous les libéraux qui sont partis avec leur allocation de transition en parlant de bars ouverts, de buffets chinois où les libéraux se servent comme des ogres. Et là, boum, Stéphane Bédard part, il prend son allocation de transition de 150 000 $. L'ironie, c'est que Bernard Drainville est contre les allocations de transition. Il a pris la place de Stéphane Bédard comme leader parlementaire et Stéphane Bédard lui fait peut-être un petit croc en jambe en partant, en prenant cette allocation de transition. Qui est de 156 000, je crois. 151 000 $ selon la Ligue des contribuables, qui a toutes sortes de calculettes pour faire ce genre de calcul. Alors, ça n'a pas été soulevé énormément par les adversaires de M. Bédard.
Quoique, il y en a qui l'ont soulevé quand même, mais c'est peut-être parce qu'on était sous le choc hier du départ de Stéphane Bédard et que les gens voulaient lui rendre hommage à la suite de ses 17 ou 18 années passées ici à l'Assemblée nationale. C'est ça. Mais en toute justice, il fallait quand même qu'on le souligne parce qu'on l'a beaucoup souligné. Ouais. Rappelez-vous combien on l'a souligné pour d'autres départs. Mais voilà, Emmanuel, Sébastien, je le disais, chaque vendredi, vous êtes chef de bureau, on va essayer. Puis des fois, c'est des petites choses que vous remarquez dans la semaine politique. On n'a pas le temps de le mettre dans toutes les analyses. Ça sera la tribune parfaite pour vous ici à 17h. C'est un nouveau rendez-vous. Puis ça me fait plaisir. Alors Ça nous voilà. fait plaisir. Puis Ça nous bonne fait fin de plaisir. semaine parce que c'est bien Bon mérité. Hein, Emmanuel? Belle fin de semaine au Grand Air. Salut. Au revoir. Au revoir.